Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Monsieur Bouteloup, bonjour! Bonjour. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir et de m'accueillir dans vos bureaux. Donc vous êtes le gérant de Circad depuis sa création en 1988. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc Circad c'est une société d'encadrement de photographie et vous travaillez pour la plupart des institutions de photo en France, comme par exemple Arles, Paris Photo et la MEP, pour en citer que 3. Donc je suis très contente de vous rencontrer car je suis déjà venue plusieurs fois ici quand je travaillais chez Polka, donc je venais chercher des tirages. Voilà, donc je suis déjà venue plusieurs fois. Donc pour commencer, pourriez-vous vous présenter et donc présenter en quoi consiste votre métier? Oui, alors on ne fait pas que l'encadrement. Au départ, donc je suis pas tout seul. Avec Didier, on a monté Circad en 1988. On était deux, on était étudiants. Lui en architecture d'intérieur et moi en architecture tout simplement. Donc on fait aussi les accrochages. On fait aussi, par exemple pour la MEP, on a une équipe qui fait la peinture, pour la Fondation Cartier-Bresson aussi. On fait aussi les caisses de transport quand les expos doivent partir à l'étranger. En fait, au départ, on a essayé de créer une société où on pouvait répondre à plusieurs demandes des photographes. Ça partait, bien sûr, la base, c'était encadrer une photo, mais après, il fallait l'accrocher ou la mettre. Donc l'entreprise, maintenant on est une petite dizaine de personnes ici à l'atelier, et pour ce qui est de l'accrochage, j'ai toute une équipe d'intermittents, soit des peintres, un peu comme Arles, soit des accrocheurs, et qui interviennent à la journée, à la demi-journée ou à la semaine, en fonction on va dire, de nos chantiers. Mais on n'a pas pu tellement développer ça avec Didier parce que le fait de tenir un atelier de 10 personnes pour fabriquer des cadres, en fait, ça nous prend beaucoup plus de temps que je peux pas être ici recevoir les gens, parce que ça c'est quelque chose que je veux garder. Je suis gérant, mais en même temps, je veux garder la proximité. Ce qui fait la force de Circad, c'est que nous, un photographe, il vient, il présente ses photos, on choisit avec lui, on passe beaucoup de temps. Et si j'avais dû avoir des chantiers un peu partout dans Paris d'accrochage, j'aurais passé plus de temps sur ma moto à gérer, voilà, comme un architecte. Donc en fait, on garde l'accrochage pour certains clients, parce que ça, la Maison européenne de la photographie et la Fondation Cartier-Bresson nous ont toujours donné ça, donc on le fait. Mais ça, on l'a pas développé, on a plutôt développé l'atelier d'encadrement où vous êtes en ce moment-là. Donc l'idée c'était d'être comme une société de production en fait, c'est ça l'idée au début et finalement... Au départ on aurait... Ouais, je pense qu'on a fait même des appels d'offres, des concours d'archives pour des scénographies d'expo. D'accord. On en a fait tout au début quand quand on démarre, on a souvent un peu plus de temps. On en a fait quelques-unes d'assez belles. Mais en fait... pour vous donner un ordre d'idée, une fois on a gagné une scénographie au musée Fernand Léger à Biot. Une fois qu'on est parti à Biot, 15 jours, tous les deux, avec une équipe d'accrocheurs, avec les cadres, avec les peintres et tout ça, ici à Paris, on pouvait pas recevoir de photographes, de galeristes et tout ça. Donc ce travail qui se fait sur place, petit à petit on l'a restreint, et Didier lui a choisi encore plus que moi, parce que moi je fais encore le lien avec... les galeries, en sortant, je sors pas mal de mon bureau. Didier, lui, il est tout le temps à l'atelier, sur sa table, il fabrique les choses avec l'équipe. Et donc, la partie, on va dire, scénographie, études et tout ça, petit à petit, elle a pratiquement disparu. On a juste gardé l'accrochage, par exemple. D'accord. Donc, avant Circad, est-ce qu'on pourrait revenir sur là où vous avez grandi, donc sur votre enfance, enfin en tout cas sur... Alors on est tous les deux de milieux différents.
Moi, j'ai grandi en banlieue de parents ouvriers et Didier a grandi à la campagne dans une ferme de parents donc fermiers. Mais en fait, on s'est retrouvés pendant nos études parce que à l'époque, il y avait le Centre national de la photographie de Robert Delpire et lui avait besoin d'accrocheurs. Donc tous les 2 mois, quand il changeait les expos, il prenait une bande de jeunes étudiants. Et nous, on faisait partie de ces étudiants, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vous avez connu comment le centre? C'était un peu par hasard, des amis Alors, que vous avez... Moi, c'était un peu par hasard. Didier était déjà dedans. Moi, c'était un peu par hasard. J'avais rencontré des gens qui étaient au patrimoine photo et qui m'avaient demandé d'accrocher l'expo de Kertész. Et comme c'était dans le même lieu, j'ai rencontré l'équipe de Delpire qui était au CNP. C'est comme ça que j'ai rencontré Didier qui m'a dit viens, il y a des accrochages. Et puis ça me plaisait bien et donc voilà. Et donc au départ on est parti là-dessus, on était tous les 2 étudiants. On accrochait les expos 1 semaine, 15 jours tous les 2 mois. Et arrivé un moment, Robert Delpire a eu besoin d'une équipe de 2 gars pour aller accrocher pendant 1 an, 2 ans, une exposition qui s'appelait Un certain Robert Doisneau, qui était produite par le Crédit Foncier de France. Et il nous a choisis tous les 2. Et donc on était étudiants, donc on a monté une petite société. On s'est dit on va monter quelque chose parce qu'on touchait des honoraires du Crédit Foncier de France. Donc on a monté une petite SARL en vitesse. J'ai des amis qui étaient la fiduciaire Mallet qui était on dit c'est pas grave, on monte. Et puis quand vous arrêterez, vous arrêterez. Et en fait en 87, 88, parce que moi en 87 je touchais des honoraires, donc j'ai fait ça un petit peu on a commencé ce travail. En 88, on a monté Circat pour pouvoir envoyer des factures. Et puis 88, ça s'est développé. Et là, vous êtes encore étudiant ou vous étiez tous les 2, vous aviez tous les 2 arrêté quand vous avez monté Circat? C'est-à-dire qu'après, école d'architecture et vous étiez... moi j'ai vite arrêté après parce que en fait, en 4e année, j'arrivais plus à faire les 2 et la photo me plaisait beaucoup. Et avant de faire de la photographie, j'ai travaillé on va dire de 81 à 86, je travaillais en agence d'archi, je dessinais parce que j'étais un bon gratteur comme disaient les archis. Donc j'ai vendu ma plume, j'ai beaucoup gratté en agence, ce qui m'a permis de voir ce que c'était un peu le métier d'architecte. Et quand on a commencé à accrocher avec Delpire et qu'on a rencontré les photographes, moi ça m'a beaucoup plus motivé. Petit à petit, j'ai laissé tomber l'architecture pour m'intéresser à la photographie, en fait. Et puis, les premières personnes que j'ai rencontrées, ça a été donc Robert Doisneau, qui était vraiment un amour. Et puis, la première expo que j'ai accrochée, c'était Robert Frank. En 89, du coup? Ou 90? 80... Oh. Non, avant. C'est-à-dire que quand je suis rentré chez Delpire, c'était avant Circad. 87, pardon. Et du coup, les premiers clients que vous avez eus, c'était via Delpire. Alors en fait, c'était via Delpire parce que en fait, on a rencontré dans ce CNP des gens comme Joseph Koudelka, comme toute l'équipe de Magnum. Et petit à petit, ces gens-là nous ont donné du travail, nous ont fait confiance. Et ça a assez vite démarré parce que Magnum, c'était une grosse agence. Martine Franck, Cartier-Bresson, c'était des gens qui avaient beaucoup de travail. Harry Kreuyaert, Patrick Zachman. Tous ces gens-là, on les avait rencontrés au CNP en tant qu'accrocheurs. Puis quand on leur a dit, on peut aussi faire ça. Didier avait aussi les connaissances techniques, c'est-à-dire qu'on a fait au début, on n'a pas fait que des cadres. On a fait tout l'atelier de Joseph. Moi, je dessinais, lui, il fabriquait. On a fait l'aménagement de la maison d'un tel. Au début, quand on commence une société, tous les petits boulots qu'on peut prendre, on les prend. Et comment vous avez su comment faire de l'encadrement? Vous avez appris des cours? Vous avez appris comme ça? Non, ni l'un ni l'autre. Des personnes qui vous ont... Non. Didier, au début, vous avez Marie-Louise. Alors au début, c'était simple parce qu'on travaillait avec des baguettes aluminium Nielsen qu'on recevait prédécoupées. On avait un appartement dans le 3e.
On faisait prédécouper les plaques de verre, on faisait prédécouper les planches de carton. Didier ouvrait les Marie-Louise. Et les premières expos, c'était... moi, j'avais besoin d'un tournevis. Je montais 4 angles autour d'une plaque de verre, d'une Marie-Louise, et on a fait nos premières expos comme ça. Et pourquoi ça a changé? Pourquoi c'est plus la même? Parce que en fait, c'était restrictif. On dépendait que d'un fournisseur qui s'appelait Nielsen et qui nous fournissait des baguettes en métal ou en couleur. Puis on s'est dit que c'était dommage. Didier aimait bien travailler le bois parce que voilà, il venait de... Et donc on a assez vite acheté une machine pour couper des baguettes en bois, trouver des fournisseurs qui faisaient du bois. Quand on fait du bois, on fait la teinte qu'on veut, on fait le profil qu'on veut. Donc au début on avait un profil qu'on achetait et petit à petit on a fait faire les profils qui nous plaisaient et les couleurs qui nous plaisaient, les finitions et en fait ça ça a bien plu parce que tous nos clients ont un peu suivi et puis vous avez dû déménager du coup vous êtes resté combien de temps dans Alors on a eu plusieurs adresses. On a eu une adresse rue du Temple dans un appartement, mais là il a fallu qu'on déménage parce qu'on était en étage. Donc c'était l'horreur de monter les plaques de verre, le carton et tout ça. Et après on a eu un atelier assez longtemps rue du Faubourg du Temple dans une cour. Où là, on avait une petite maison, on pouvait couper les baguettes, se faire livrer des choses, et puis un bureau à côté. Et puis après, ce qui a été compliqué, c'est que dans cette cour, le travail, on faisait des grands formats. C'est-à-dire que après, la photo, elle a évolué. Nous, au départ, notre pain quotidien, c'était de faire des 4 50-60 avec une image 40-50 dedans, style Cartier-Bresson. Donc c'était facile. On avait des petits formats, des petites plaques de verre et tout ça. Maintenant, on peut faire des cadres qui font 2 mètres par 3 avec des plaques d'alu, avec des plexis de 4 mm, enfin. Et donc, arrivé un moment, on a été coincé rue du Faubourg du Temple parce que les camions qui venaient, qui chargeaient, qui déchargeaient le bois et tout ça. En plus, on fabriquait nos caisses déjà et on pouvait pas les fabriquer dans le même endroit. On fabriquait nos caisses dans le 11e et on les faisait livrer à notre atelier quand on avait fini les cadres. On remplissait les caisses et après ça partait. Et ça a été bien au départ. On avait 2 ateliers différents parce qu'on n'avait pas les moyens. Ici, là, maintenant, on a à peu près 500 mètres carrés. C'était impossible pour des jeunes d'avoir 500 mètres carrés dans Paris. Donc, on avait 100 mètres carrés dans un coin, 100 mètres carrés dans un autre. Et puis, on livrait nos caisses, nos cadres, on se débrouillait pour réunir les deux. Et puis quand les formats ont enflé, que maintenant un panoramique de Koudelka ça fait 2,70 m, si vous allez à la BM voir l'expo, c'était impossible de faire ça. Il fallait fermer la rue, remplir les caisses dans le enfin c'était impossible. Donc on a cherché un endroit où on pouvait réunir l'ensemble de toutes ces activités. Et il y a une autre activité en plus complémentaire qui nous demandait beaucoup de temps parce que on était dans le centre de Paris, donc à République. Et ici, à Cap 18, on avait notre colleur. Parce que quand vous faites l'encadrement d'une pièce qui fait plus d'1 mètre par 1,20 m ou 1 mètre par 1,40 m, si vous collez pas l'image elle est toute gondolée. En plus, les images maintenant, elles sont tirées numériquement, donc c'est sur des rouleaux. Donc vous recevez un rouleau, si elle est pas collée, la photo, elle gondole et tout ça. Donc nous, on a aussi choisi de venir ici, à Cap 18, parce que notre colleur, c'était à la porte d'à côté. Et donc, quand les gens viennent, moi je prends mon tube sous le bras, je vais au collage, et puis après, le gars nous apporte le collage, alors qu'avant, il fallait traverser tout Paris avec une voiture. Faire ça. Ça aussi, ça a été très important pour notre déménagement. Et pourquoi vous pensez que les photographies, elles ont changé de taille? Qu'est-ce qui a été... vous pensez que c'est... Parce que dans les années 80... Alors, peut-être que dans les années 80, nous, on connaissait peut-être pas, on était liés à des gens qui étaient plus traditionnels. Tous les vieux photographes, les Willy Ronis. Nous, on a connu les agences quand elles étaient vraiment florissantes. On travaillait pour Rafo, les filles d'Oano. Toutes ces agences faisaient du traditionnel. Donc, des expos, les expos d'Oano, les expos Sabine Weiss, les expos Willy Ronis. Bien sûr, il y a 1 ou 2 grands tirages à l'entrée de l'expo, mais le reste du temps, c'est des 30-40, des 40-50, des 50-60.
Et petit à petit, on a une clientèle, quand on est arrivé ici, qui s'est aperçu qu'on pouvait faire des grands tirages. Et là, on a eu des gens complètement différents, qui étaient plus des photographes comme Patrick Tosani, comme Sophie Calle, qui eux faisaient des tirages énormes, immenses, qui faisaient des plexis, qui faisaient des choses, et qui étaient intéressés par notre atelier, parce que notre atelier est relativement grand. On reçoit les baguettes en 4 mètres de long. Donc, c'est en venant ici à Cap 18 que s'est développé, on va dire, la fabrication des grands formats. Les gens nous ont connus. Là-bas, quand on était rue du Faubourg du Temple, les plus grands formats qu'on ait pu se faire, c'est les panoramiques de Koudelka, mais c'était pas très haut. Genre, c'était 1 mètre par 2 mètres 50 ou quelque chose comme ça. Donc ça, on y arrivait encore. Mais maintenant, on fait des cadres qui font 2 par 3, sans problème. Mais, et donc, il y a des photographes, bien sûr, maintenant, qui font des tirages immenses. Ça, dans les années 80, on n'en connaissait pas beaucoup. Donc du coup, la plupart du temps, maintenant, c'est avec les musées que vous... c'est les photographes directement, ou alors c'est à chaque fois... Ça reste les galeries, les musées, les photographes, ça dépend. On a les gardé... particuliers aussi, Et les particuliers, on les recherche pas spécialement parce qu'on n'a pas de boutique et puis on n'a pas de site et des choses comme ça. Mais on va dire que les particuliers qui font de la collection photo, eux... ont notre adresse parce qu'ils vont voir une expo, ils veulent acheter 2 photos à Magnum, et c'est comme ça qu'ils nous trouvent. Mais nous, on court pas après les particuliers. Parce qu'on prend autant de temps pour choisir, pour faire un cadre pour un particulier qui va le mettre dans son salon, que pour faire une expo pour un photographe. Et c'est... Nous ici, on n'est pas fait pour faire juste un cadre pour un particulier. Une entreprise de 10 personnes, il faut une quantité assez importante de cadres. Donc, quand les gens viennent nous voir, c'est souvent avec des quantités. Et quelles sont les grandes difficultés que vous avez pu avoir depuis la création? Parce que là, ça fait déjà quand même 30 ans. Ouais. Voilà, donc est-ce que il y a des moments où vous avez eu des grandes remises en question Non, on a eu des moments difficiles parce que des fois, il y a eu des clients qui nous ont laissé tomber avec des ardoises. Ça arrive. Les galeristes sont pas des gens qui gèrent toujours bien leur argent. C'est-à-dire que les galeristes, on a des fois des coups durs quand les galeristes font le pari de faire une expo sur un photographe ou sur un artiste. Et puis qui nous disent, moi je vais vendre 2 œuvres et vous inquiétez pas, une fois que j'aurai vendu les 2 œuvres, je vais pouvoir payer tout le monde. Et si manque de chance, il n'y a aucune œuvre de vendue, on se retrouve le bec dans l'eau. C'est arrivé, par exemple, un exemple qui est récent, hein, quand il y a eu les attentats et que Paris Photo a été fermé en plein mois de novembre. Il y a des galeristes qui avaient fait, c'est très cher Paris Photo, avec le stand, la production de cadres, la production de tirages, et puis se sont retrouvés, ça ouvrait le mardi, puis le mercredi soir c'est fermé, ils ont rien vendu. Et là, il y a eu cascade de gens. Voilà. Donc nous, ça c'est le genre de problème. On a eu comme ça une fois en 91. Et puis là, on a eu, voilà. Après, maintenant, on a assez de travail, je dirais, pour encaisser ces coups durs. Ouais. Mais quand on était jeune et qu'on avait peu de travail et que on travaillait pour un client et que ce client, paf, nous claquait dans les mains. En 91, on a eu quelques problèmes comme ça, mais après, on a réussi à redémarrer. Et puis là, maintenant, on a les reins assez solides pour pouvoir passer des fois des périodes dures comme ça. Et vous vivez au rythme de Paris Photo de Arles, ou alors c'est à peu près lisse sur toute l'année, où il y a des moments de grande tension? Il y a 2 grandes tensions. En fait, ce qui fait vivre Circade, et même c'est un problème un peu, c'est que quand on fait Arles, pendant 2 mois on fait que Arles. Alors déjà c'est des fois difficile à expliquer pour certains clients qui arrivent parce que on n'a pas le temps de faire d'autres choses, ou alors c'est très très dur. Et pareil pour Paris Photo. Mi-octobre jusqu'à 8 novembre on fait que Paris Photo. On va dire mai-juin on fait que Arles pratiquement. Pourquoi? Parce que là on va sortir énormément de cadres. Pour Arles, la plus grosse
partie la plus grosse quantité de cadres, c'était il y a en 2019, on a fait je crois 1300 cadres. Et pour Paris Photo, je crois que la plus grosse partie, une fois, on a dû faire 800 cadres. Donc ça, c'est vraiment les deux pics. Mais ces deux pics, on en a besoin. Parce que dans l'année, il se passe rien l'été. Juillet, août. Et puis en fin d'année, après Paris Photo, c'est la trêve il se passe rien. Et ces deux grosses productions qu'on a dans l'année nous permettent de lisser, de pouvoir tout simplement arriver en septembre, il faut payer les charges de 10 personnes, il faut payer le loyer ici de 500 mètres carrés par trimestre, ça. Ben, c'est avec ces deux pics-là qu'on passe la rentrée septembre, et c'est avec donc avec Arles on passe la rentrée septembre, et avec Paris Photo on passe la rentrée janvier. Voilà. Et si on fait pas, alors après bien sûr toute l'année on a du travail, ça c'est pas un problème. Toute l'année maintenant on a du travail, mais ces deux moments sont super importants. Et pourquoi vous pensez que les gens viennent viennent faire des cadres chez vous et pas dans un autre quels sont un petit peu C'est des recommandations, c'est des choses qu'ils ont vues dans les musées, c'est des choses qu'ils ont vues là hier les deux jeunes femmes là qui travaillent avec des grands architectes, qui font des grands projets. Elles sont entrées dans une galerie Perrotin, elles ont vu ça chez Valois aussi. Des grandes galeries, elles ont vu des cadres immenses, bien faits, et qu'est-ce qui a fait ça? Ils ont dit, nous on travaille avec Circad, et voilà. En fait, on n'a jamais fait de publicité. C'est une chose aussi, il faut savoir. On n'a jamais passé de publicité, on passe pas dans les journaux, on n'a pas de site et tout ça. Les gens viennent ici par ce qu'ils ont entendu, parce que tel artiste travaille avec nous et recommande en disant, nous on travaille avec Patrick et Didier, et voilà. Et ça a toujours continué comme ça. Ça a toujours été une espèce de renouvellement de clientèle où la clientèle a augmenté de cette façon-là. Ça a toujours été par le bouche à oreille. Ouais, donc vous avez pas tellement en fait de concurrents directs, en tout cas. On a quelques concurrents. À côté, là, le Deuxième Œil, mais on travaille aussi avec eux, et aussi un petit atelier d'encadrement où ils sont 4 ou 5. Il y a un autre atelier qui est plus grand, qui est en province, où ils sont beaucoup plus. Là, qui est plus solide que nous, même qui est beaucoup plus important. Ils sont 5 associés, ils font plus de choses, ils font du transport, ils font du stockage, ils font des choses comme ça. Mais la chose que nous on aurait pu, dans notre histoire, on aurait pu quand Plasticolage faisait tout notre collage, ils sont partis à la retraite, on aurait pu racheter Plasticolage. On aurait pu racheter, quand Choi est parti et qu'il faisait du tirage, on aurait pu grossir et devenir une entreprise avec, comme Cadre en Scène, ça y est, j'ai retrouvé. Comme Cadre en Scène, on aurait pu avoir plusieurs entités différentes, le collage, l'encadrement, le stockage, le tirage et tout ça. Mais en fait, on a gardé une dimension qui fait qu'on a le temps de recevoir les gens sur des projets, on a le temps de faire des essais. Didier a le temps d'étudier autant de temps qu'il veut pour Sophie Cal, par exemple, des boîtes, des choses comme ça. On n'est pas, bien sûr, on est lié par la production parce qu'il faut nourrir 10 personnes, mais je pense que si moi j'étais devenu le gérant de toutes ces entités, j'aurais pas le temps de faire ce que je fais avec mes clients là, et moi c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est avec les gens de trouver ce qui leur plaît pour leur expo, la couleur d'un mur, la couleur d'une baguette. Donc en fait ici, moi je passe du temps à gérer Circad, puisque c'est quand même moi qui gère tout ce qui est argent et tout ça, mais c'est la taille où on peut encore avoir accès à la clientèle facilement. Après au-dessus, je pense qu'après j'aurais eu des gens qui reçoivent les gens. Après c'est de la gestion, c'est simplement de la gestion. Et ça, moi c'est pas ce qui m'intéressait. Vous voyez mon bureau, mon bureau il est plein de photos, plein de cadres. Je reçois des gens tous les jours pour leur proposer des choses. Ou je me déplace avec ma moto et je vais dans les galeries. Ce matin j'étais chez Maëlte et puis à l'Écume des Jours qui sont 2 galeries. Et les gens, je crois que c'est ça qu'ils aiment bien à Circad,
c'est notre point fort. C'est que là ce matin j'avais rendez-vous avec Françoise Huguier parce qu'elle avait 2 grandes photos chez Maët, elle savait pas comment faire. Je prends ma moto, je viens voir, et puis Françoise, on va faire ensemble, on va regarder. Et puis demain j'ai rendez-vous chez son tireur avec elle parce qu'elle va en tirer 3 autres. Et c'est cette proximité qui fait que ce sont des artistes. Les artistes ont vraiment besoin qu'on les accompagne, comme pourrait faire un tireur. Ça, on l'a gardé parce que on a gardé cette dimension qui est assez petite. Et est-ce qu'il y a des galeries ou des photographes de l'étranger qui vous contactent ou alors oui, bien sûr. Quand il y a Appareil Photo, on reçoit des... Oui, bien sûr. Ouais. Appareil Photo, c'est un système qui est assez... Des fois, c'est assez rigolo parce qu'on a travaillé pour des galeries en Afrique du Sud où on nous envoyait les rouleaux, on encadrait les photos, et puis eux les vendaient sur Appareil Photo. Eux, ils venaient juste tenir le stand, ils repartaient. Tout était vendu pendant Appareil Photo, et on a des exemples comme ça où c'était... Et on reçoit des photos, bien sûr, de l'étranger, oui, bien sûr. Et puis on reçoit aussi beaucoup de photos. Là, la dernière exposition à la Fondation Cartier-Bresson, c'est un Américain. Bah, quand c'est comme ça, on reçoit les photos des États-Unis. Il y a des rouleaux partout, vous voyez, on reçoit des photos d'Afrique, d'Europe, bien sûr, mais oui, bien sûr, on reçoit des photos de partout. Mais parce que pour eux, c'est plus simple de les faire encadrer sur place, dans le pays où ça va être montré, oui. Parce que ça évite des frais de transport pour Arles. Quand on fait les rencontres d'Arles, on a reçu des collectionneurs qui sont venus ici et ils venaient en avion, les photos arrivaient et tout était encadré sur place. Et puis aussi le fait que des fois des expositions, elles sont encadrées ici, elles sont mises en caisse ici, et puis après elles vont voyager dans différents musées. Donc là, la production de Magnum qu'on est en train de faire, elle devait être pour Arles, mais Arles a été annulée, mais c'est pas grave, on l'a fait parce qu'elle va être prise par d'autres musées. Donc après, le point de départ, hop, c'est ici. En ce moment, on a une expo à Ravenne et une expo à Bologne. C'est parti d'ici. Puis après, ça va voyager. Ouais, ça part d'ici. Et là, en ce moment, il y a 2 expos en Italie. Là, l'expo de Magnum, je crois qu'elle part à Charleroi. Les photographes qui vivent ici, les agences qui travaillent ici, les gens qui sont les décideurs et qui sont à Paris, bien sûr qu'ils préfèrent choisir ici en venant là, un coup de scooter, ils viennent, on passe la matinée et on reçoit les photos et puis on encadre tout, ils décident vraiment. Alors que de faire encadrer à New York ou ailleurs, alors je sais pas si c'est aussi pour des questions économiques, mais là, moi, je vais recevoir un jeune pour la galerie Biguignon. Renato, il va avoir son stand à Appareil Photo. Il vient avec ses tirages. On va lui encadrer ici. Et je pense que c'est pas une question économique, parce qu'en Italie, il pourrait trouver moins cher que, je pense, qu'en France. Oui, donc c'est pour être sur place. C'est pour être sur place, pour pouvoir décider avec son galeriste. Ils viennent tous les deux. Thierry Biguignon, le galeriste. Renato, le photographe. On est tous les 3 autour de la table. On passe une matinée et puis voilà, on choisit. Et c'est plus un mode de fonctionnement. Et quand c'est montré à Paris, par contre, on n'a jamais encadré des choses, par exemple, d'un photographe américain pour que ça soit montré aux États-Unis, ou alors faut que ça soit d'abord montré en France et après ça partira aux États-Unis. Mais les gens viennent pas fabriquer en France pour que ça soit montré ailleurs. Mais en fait. C'est plus facile d'envoyer un rouleau avec 50 photos dedans que voilà, c'est moins cher que 54 dans des caisses. Ça déjà, ouais. Et est-ce que vous avez vu des grandes évolutions dans votre métier depuis 30 ans? Est-ce que l'impact du numérique a changé beaucoup de choses? Dans le format. Dans le format, ouais, ce qu'on se disait tout à l'heure. Là, depuis tout à l'heure, on disait qu'ici, nous, ça doit faire 18-19 ans, je crois. Je sais pas exactement le bail. Et depuis qu'on est ici... on a vraiment vu l'arrivée des très grands formats. Puis maintenant, les impressions les machines, elles sont de plus en plus grandes. On peut tirer sur n'importe quoi, sur de l'aluminium, du Dibond, du plexi. Donc, on a vu ça. Et ce qu'on voit, bon, mais ça, c'est parce que nous, moi, en tant qu'amoureux de la photo, ce que je vois aussi, c'est la disparition des petits tirages faits à la main, très grande qualité, avec des très beaux papiers et tout ça, parce que ça
ça disparaît. En ce moment, il y a une exposition qui est très très belle de Miguel Rio Branco, faite par Alexis Fabry et Diane Dufour, qui est la directrice du bal. C'est que des petits formats faits à l'époque des tirages par Miguel Rio Branco, donc c'est dans les années 70, jusqu'à peut-être 80. C'est l'époque, 70-80. Quand on les a ici sur la table, à chaque fois qu'on ouvre la boîte, c'est voilà, la beauté du tirage, on l'a. Maintenant, on l'a moins. Les papiers sont de moins bonne qualité. Des tireurs manuels, il y en a un petit peu quand même. Des tireurs manuels, il y en a encore un peu, mais on en voit de moins en moins. Et quand on fait des expos, maintenant, on reçoit des rouleaux avec du tirage numérique. Et en couleur, d'autant plus qu'en couleur, maintenant, si on regarde, on a surtout du numérique. Donc en fait, ça c'est quelque chose le manuel avec le petit tirage barité fait à la main sur des beaux papiers, c'est un peu disparu. Oui. Et pourquoi? Enfin, parce que du coup, c'est les photographes qui ont peut-être qui prêtent moins d'attention en général sur oui, et puis c'est l'industrie, les grands labos maintenant faire tirer des négatifs, ils scannent, ils font faire tirer c'est plus tellement possible. Il y avait encore là quand ils faisaient des cibachromes, par exemple, faire du cibachrome, c'est plus possible à partir d'une diapo. Le dernier qui faisait ça, c'était Roland Dufaux, qui avait un petit atelier fantastique. On venait avec sa diapo et il faisait du tirage cibachrome, il faisait ses masquages à la main et ses tirages, il en faisait 3, il n'avait pas un pareil. Et on choisissait maintenant c'est scanné et c'est tiré sur des machines numériques. Et les 3 sont exactement pareils. Si vous voulez les 3 pareils, il n'y a aucun souci. Donc, oui, ça, c'est un peu disparu, oui. Et nous, on le voit, parce qu'on a eu la chance de commencer quand ces tirages-là, ils existaient encore. Donc, même dans une expo, entre un tirage qui était fait par Douaneau en 87 et puis un tirage qui est fait maintenant dans un labo, parce qu'ils produisent une expo sur un sujet, on voit tout de suite la différence de papier, de qualité, parce que voilà, on est né avec des tirages anciens. Et vous, dans l'encadrement, est-ce qu'il y a plus de machines, moins de machines? Est-ce qu'il y a aussi eu des techniques qui ont aussi évolué ça reste de l'artisanat. Alors moi, je dis toujours ici, c'est de l'artisanat à un peu plus grande échelle, puisqu'on fait quand même des quantités et puis on a une dizaine de personnes. Les machines qui nous permettent de couper les baguettes et d'assembler les cadres, bien sûr, sont un peu plus modernes. On mesure plus rien, c'est des bancs sur lesquels on pose des baguettes, c'est un petit ordinateur, tac, 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 on tape les cotes, puis la baguette, elle est mesurée directement. On n'est plus là avec notre mètre. On vérifie encore. Là, il y a des gars à l'atelier, une fois que tout est coupé, il vérifie. Il a quand même un mètre, mais la machine, elle peut le faire sans ça. Et donc ça, c'est par exemple pour couper les baguettes. Et puis on a une machine ici. Avant, quand on ouvrait une Marie-Louise ou un passe-partout, donc ça, vous voyez, passe-partout avec une photo dedans, c'était à la main avec un petit ustensile. Maintenant, c'est une table traçante. On pose le carton dessus. Puis au lieu d'avoir quelque chose qui trace, on a comme un scalpel qui rentre dans le carton et qui ouvre le passe-partout. Et ça peut être de n'importe quelle forme. Parce qu'en fait, c'est pareil. C'est quelqu'un maintenant qui regarde sur un ordinateur, tac, 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 qui tape et qui rentre un dessin ou des cotes. Quand c'est un rectangle, c'est juste des cotes. Mais pourrait très bien rentrer un ovale, un rond, des formes en escalier, des choses comme ça, puisque c'est rentré dans un ordi et après c'est l'ordinateur qui commande la machine. Et puis voilà, là, sur la table traçante, ça découpe le carton. Donc ça, voilà, c'est quand même des machines bien plus performantes que nous, avant, on faisait tout à la main. Bien sûr, ouais. Ça nous aide à faire de la quantité plus rapidement, d'avoir une production plus rapide. Ouais. Parce que dans les périodes où il y a beaucoup d'encadrement à faire, vous êtes sur à peu près par personne, 2 cadres par personne. Alors, en fait, ça marche pas comme ça. C'est que, en fait, le travail, il est un peu fractionné. Il y a la personne qui va faire la ceinture en bois. À la chaîne, un petit peu. C'est un peu une petite chaîne, ouais. Donc, il y a la personne qui va couper les baguettes,
sur une machine. Après, ces baguettes, elles sont coupées, donc vous avez les 4 côtés d'un cadre qui sont coupés à l'angle droit. Ça, on va les donner à une autre personne qui, elle, a une machine pour les assembler. Et on peut les assembler en fonction de la taille de la baguette, si elle est haute, si elle est plate, si elle est large et tout ça. Il y a différents types d'assemblage. Donc là, il y a une personne qui les assemble. Et là, une fois qu'elle est assemblée, on a fabriqué une ceinture. On appelle ça une ceinture. Cette ceinture, on la met dans des petits chariots, tac. Et dans l'atelier derrière, on a des personnes qui vont, elles, faire... Donc ça, c'est la partie un peu sale. Il y a la poussière de bois, on coupe du bois, on a des aspirateurs qui absorbent les poussières, tout ça, voilà. Donc ça, c'est la partie... Et de l'autre côté de la porte, on a des personnes qui vont couper le verre. On a une personne qui fait les Marie-Louise. Et puis on a une personne qui va monter l'ensemble de toutes ces productions. Faut couper un dos dans un cadre. Voilà, donc ça fait comme vous dites, une petite chaîne. C'est-à-dire que... Donc chaque la photo, ils ont chacun voilà, ils ont chacun un rôle, une spécialité, quoi. Voilà. Et donc en fait, au minimum, sur un cadre, il y a 3-4 personnes qui ont travaillé. À la fin, on va le crafter, le fermer. On va l'emballer. Vous voyez, tous les paquets avec les bleus autour pour que ça soit livré. Je dirais que sur un cadre, il y a bien, si on compte la personne qui les emballe, qui les crafte, tout ça. Ouais, il y a bien 4 personnes, 5 personnes qui vont avoir mis leurs pattes dessus. Pour avoir fait toutes ces tâches. Super intéressant, je pensais que c'était une seule personne qui... Non, parce qu'il faut couper du verre, mais après, je pense que dans une petite boutique d'encadrement, bien sûr, la personne fait tout, mais nous, vous voyez, là, je vous parlais de l'expo de Miguel Rio Branco, il y avait plus d'une centaine de cadres. Va falloir, avec des formats différents, on va demander à une personne on fait des fiches. Donc moi, je fais des fiches de travail quand je reçois les gens. Je mets les formats ou quand je reçois les photos. Les photos, elles viennent ici, c'est moi qui les reçois. Je fais des fiches en disant, voilà, sur cette photo, il y a une baguette blanche, il y a un verre. Le verre, il y a plusieurs types de verres. Des verres anti-reflet, anti-UV, des plexis anti-reflet, anti-UV. Tout ça, je le mets sur cette fiche. Toutes les indications pour l'atelier, je les mets là. Et je descends après. Et il y a une personne qui va avoir 110 verres à couper. Donc ça va être un travail. Il va falloir on reçoit des plaques de verre très grands. Nous ici, on reçoit, c'est pour ça que je dis, c'est presque une petite industrie. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit du verre, c'est un smirmore qui nous dépose une palette. Enfin, c'est une palette verticale. Hein. Dessus, il y a 2 tonnes de verre. C'est des plaques qui font 120-160. On prend une plaque. Et dedans, on va couper tous les formats dont on a besoin. Après, on a des verres qui arrivent sur mesure quand c'est des verres très très grands, plus épais. Là, on les fait couper sur mesure quand c'est des verres qui font 127 par 180. Vous voyez, quand on a des grands formats, on peut les recevoir coupés. Mais ce qui est intéressant, pareil pour le carton. Le carton, on reçoit, donc on achète notre carton en Allemagne. On reçoit des palettes. Un camion nous livre ça en début de mois, on fait une commande. On peut avoir des cartons très très grands, on a des cartons jusqu'à 2,80 m. Et après on coupe, on fait des plans de coupe et on coupe. Donc il y a des personnes qui vont couper du carton, il y a des personnes qui vont couper du verre, il y a des personnes qui vont faire des mains. En fonction de chaque personne, on a une tâche, et il y a une personne à la fin qui va tout assembler. Et toutes ces personnes, elles sont formées quand elles arrivent. Elles font quoi comme études? On a eu souvent. Il n'y a pas d'école spéciale. Alors là, encore, on a eu des jeunes qui sont passés par un BTS Pro photo, une école qui s'appelle le CO3P à Ivry, qui, comme c'est un BTS, ces jeunes ont besoin de faire des stages dans l'année, en première année, en deuxième année. Et parfois on en a gardé très longtemps parce que en principe c'est l'encadrement, c'est pas leur c'est plutôt des techniciens de la photographie, donc c'est plutôt des gens qui vont travailler soit assistants photographes, soit dans des labos, soit dans des agences, des choses comme ça. Mais quand ils viennent ici et qu'ils sont en contact avec les expos, les grands photographes, il y en a, et quand ils ont la dextérité, parce qu'il faut être, voilà. On peut pas, quand les gens nous demandent, mais quand vous faites Arles, mais pourquoi vous embauchez pas 5 personnes de plus en même temps? En fait, non. Parce que notre métier, il est méticuleux. Une photo, un vintage de Cartier-Bresson, ça coûte 200 000 €, on peut pas le donner à n'importe qui. Donc, en fait,
les gens ici restent très longtemps. S'ils font affaire, s'ils aiment ça, si ils restent très longtemps. Plus. Non, parce qu'ils sont dans un milieu artistique, on reçoit des gens très connus, ils vont voir des expos, il y a des livres, ils sont dans un milieu culturel, ils restent. Mais on peut pas du jour au lendemain prendre 5 personnes en plus pour monter parce que ce qu'on va leur donner dans les mains, ça a beaucoup de valeur. Et des fois c'est irremplaçable. Quand c'est un vintage de l'Artigue, il est mort en 80, c'est irremplaçable. Donc on peut pas se permettre de confier des œuvres à des jeunes qui viennent comme ça, sauf si nous on les teste, si on les garde et on dit ah lui il est super bien, il est venu travailler 2 mois, est-ce que tu veux venir travailler un été, puis tac tac tac. Et puis des fois il reste 10 ans. Oui. Donc cette école nous a permis des fois d'embaucher des jeunes qui étaient intéressés par notre travail et qui sont restés parce qu'ils étaient dans le milieu de la photo, même si c'était pas leur diplôme exact. Ils restaient dans un milieu photographique qui leur plaisait. Et vous pensez dans les prochaines années, quelles sont les grandes évolutions que vous pouvez voir autant dans votre métier que dans la photographie en général? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez voir dès maintenant qui vont peut-être... ça va être lié à l'évolution des tirages, mais après, même maintenant, on voit... quand on voit dans les expos, on fait des grands wallpapers au-dessus, il y a déjà des images, on peut mettre des... C'est le numérique qui transforme petit à petit... Maintenant, sur un mur, on peut mettre un wallpaper où il y a 100 photos photographiées, puis on va en encadrer que 10 qu'on va faire ressortir. Maintenant, il y a des décors, des mises en scène, des choses comme ça, qui font qu'avec l'impression numérique, on a beaucoup plus de débouchés, mais en même temps, notre travail, il est resté assez traditionnel. C'est intéressant. Du verre, du bois, du plexi. Alors, oui, les matériaux sont... Maintenant, on a plus de possibilités quand on vous dit qu'on peut faire des marées-luises. Là, dans l'expo de Koudelka, je crois que on a fait des marées-luises jusqu'à 2,68 m. Quand on a débuté, bien sûr, on pouvait pas le faire. On a des cartons, on a des matériaux, on fait des dos en polycarbonate au lieu de les faire en carton. Les plaques de polycarbonate qui arrivent ici, elles font 6 mètres de long. Donc en fait, je dirais que dans les dimensions, ça a évolué. Mais ça a évolué, mais ça va revenir. Enfin, moi j'ai tendance à dire que les vrais collectionneurs et les gens qui vont vraiment s'intéresser à la photo, c'est plutôt un retour en arrière. Ils vont pas vers ces grands tirages vers ces grandes dimensions, vers ces choses comme les roufs, les schtroumpfs et tout ça. Ça c'est pour moi c'est en train de perdre ça a été une époque. Les gens reviennent en arrière sur des petits tirages très très beaux, faits à la main, par le photographe. Et ça beaucoup plus. Ce qu'on appelle les vintage. Nous, on a une clientèle comme ça de gens qui vont acheter des choses rares, qui sont plus proches de la peinture ou du dessin que de la photo. Je crois que les gens qui achetaient des photos de 2 mètres par 3 de Thomas Ruff, là, je crois que ça, petit à petit, ça va... Peut-être que je me trompe, mais dans les galeristes et dans les choix des gens qui achètent de la photographie, alors là c'est juste, on va dire, une partie collectionneur, parce que dans les expos, bien sûr que dans les expos, les gens vont continuer à faire des grandes choses, mais dans la partie collection, moi je trouve qu'on revient à des choses plus petites, mais en essayant de trouver de refaire du cibachrome, par exemple. Des gens cherchent à retrouver du papier, de refaire des très beaux tirages sur des très beaux papiers à la main. Et ça a plus de valeur. Et on recherche les tirages anciens plutôt que les tirages modernes tirés à la machine. Et vous pensez que en termes de volume, ça va... Enfin, en tout cas, l'intérêt pour photographie va... Pour l'instant, pour l'instant, nous, on a eu de la chance. Quand on a démarré, on a une petite anecdote, mais quand on a démarré en 88, Delpierre qui faisait déjà des grandes expos au CNP, en disant mais qu'est-ce que vous allez faire, il y a pas assez de travail pour
qu'est-ce que c'est que ce travail de vouloir encadrer et accrocher des photos à part nous au CNP qui faisons des grandes expos, à l'époque il devait y avoir 3-4 galeries à Paris, il y avait Agathe Gaillard et puis c'est tout. Et nous en 30 ans, moi j'aurais jamais pensé qu'en 30 ans il y ait autant de festivals, mais des festivals ils s'en créent tout le temps, des musées ils s'en créent tout le temps, des galeries. Alors les galeries c'est peut-être le côté le plus aléatoire, c'est-à-dire qu'il y en a qui ça apparaît, ça disparaît assez vite. Mais des festivals photo, il y en a partout maintenant dans le monde entier. Paris Photo est copié, Paris Photo, la foire est copiée dans le monde entier. Le mois de la photo est copié dans le monde entier. La MEP a fait des petits. Nous, on a eu la chance, on a connu un milieu photo qui a été tout le temps en expansion. Je dirais que là, bon, avec ce qui se passe en ce moment, c'est même pas sûr qu'on vienne à un état précédent parce que ça s'est arrêté. Mais nous, on voit bien en ce moment-là, depuis août, que tout le monde a envie de réouvrir des galeries. On n'a jamais travaillé autant au mois d'août cette année. Cette année, alors que c'est l'année du Covid, c'est le plus gros mois d'août de Circade en 30 ans. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, tout le monde a eu... J'ai embauché des jeunes, j'étais obligé de... Ça a été la panique. Tout le monde, au mois de septembre, a voulu rouvrir. Tout le monde a dit, c'est pas possible. Et là, des expos photos, vous voulez faire une liste, alors là, il y en a partout. La rentrée septembre, là, il y a des... vous promenez en vélo dans Paris, c'est que des affiches d'expos photos. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et si Paris Photo a lieu, je pense que les gens qui ont été brimés, alors bien sûr, tout le monde dit les gens pourront pas venir des États-Unis, de l'Angleterre, tout ça, mais je pense que les Français qui ont envie d'aller iront parce que la photo c'est quand même un art qui est plus facile à approcher, c'est plus proche de nous, donc on peut acheter plus facilement. Moi, je connais un grand restaurateur qui est dans les années 80. Ils avaient de l'argent, ils achetaient de la peinture. Ils achetaient des gens qui étaient à la mode, les combats, tous ces gens-là, ils achetaient des grandes toiles, ça coûtait une fortune et ils plaçaient leur argent. Et ça c'était dans les années 80. Et maintenant, ils disent, non, c'est fini la peinture. J'achète de la photo. Moi, j'achète de la photo. C'est vachement plus sympa. Je vais dans les salons, je me fais plaisir, je peux en acheter plus, je peux acheter des séries, je peux rencontrer les plus grands artistes. J'achète de la photo. Pourquoi je peux plus recommencer à acheter de la peinture? Et pourtant, c'est des gens qui l'ont fait. Et c'est plus abordable la photo. Des jeunes. Moi ici, je rencontre des jeunes qui vont qui sont pas des gens très très riches, mais qui vont avoir choisi une belle photo pour mettre chez eux et qui vont avoir fait l'effort d'acheter une œuvre d'art, ça sera une photo. Ou comme on peut acheter une belle litho ou une belle gravure et encore moi ce matin j'étais chez Maët, une belle gravure grand format de Miro, ça coûte 31 000 €. Je peux vous dire que pour 31 000 €, vous achetez le plus grand photographe de la planète. Et même vous pouvez en acheter 2 ou 3 pour ce prix-là. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes aussi. Nous, ce qu'on a vu aussi en 30 ans, arriver, au départ, on travaillait avec des institutions, des gens très reconnus dans le milieu de la photo, des très grands collectionneurs. Et petit à petit, on a vu des gars arriver en scooter avec une photo qu'ils avaient quand même payé plusieurs milliers d'euros, hein, faut pas croire, hein, qu'ils avaient acheté à Paris Photo pour mettre chez eux. Ah ouais, ça aussi c'est quelque chose qu'on a vu arriver, c'est les jeunes vont acheter une belle photo et ils n'auraient pas acheté de peinture. Plus que donc en termes de collectionneurs, donc peut-être plus de jeunes que de pour décorer chez eux que de personnes de je sais pas 60 ans, enfin que de personnes un peu plus âgées. Ouais, je pense parce que voilà, peut-être que c'est plus à la mode. Les personnes âgées qui achètent de la photo vont acheter des choses traditionnelles, alors que les jeunes vont acheter. Et puis il y a beaucoup d'offres, hein. C'est énorme, hein, l'offre. Et puis on le voit à Paris Photo, il y a beaucoup de jeunes, hein.
Il y a beaucoup de jeunes donc voilà, le côté œuvre d'art abordable. Ça, nous on a eu ça, ouais. En tout cas, c'est positif, ça veut dire que... C'est positif parce que nous là, quand il y a eu le début du confinement et le Covid au mois de mars, tout s'est arrêté pendant 3 mois. Et bon, mars, avril, mai, c'était vraiment, tout était fermé, il y avait plus rien de ça. Et on disait, on va mettre 5 mois, 6 mois, on disait peut-être qu'en septembre ça va redémarrer, si ça redémarre. Et en fait, ça a redémarré très vite. Très vite, moi, on a eu à nouveau des gens qui sont allés acheter des photos. Il y a eu des ventes aux enchères, on m'a dit sur Internet, qui ont très bien marché. Ouais. Ça a très bien marché parce que comme les gens pouvaient plus aller acheter tout ça, le vente aux enchères, ça marchait super bien. Et la photo s'y prête, enfin peut aussi et voilà. La photo s'y prête plus qu'une grande œuvre d'art. On a une photo sur un ordinateur, on sait le format, on sait l'année. Ouais. On appréhende beaucoup plus que d'acheter une toile. Qu'une peinture avec plus de texture. Ouais. C'est plus facile d'acheter une photo. Puis peut-être moins cher aussi, donc oui. Ça. Mais oui, moi on m'a expliqué que les ventes aux enchères qui avaient eu lieu en juillet, tout ça, elles ont pas trop mal marché, ouais. Non, mais c'est bien. Est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui souhaitent se lancer ou pour des photographes ou pour des personnes qui veulent être encadreurs ou tireurs, est-ce qu'il y aurait des... moi je pense personnellement, est-ce qu'il y aurait des choses je pense que nous dans notre métier, à part cadre en scène qui est pas son peintre, on est une génération assez vieille, que ce soit à côté là, Deuxième Œil là, nous ici, on ne connaît pas beaucoup de gens qui ont eu chez les jeunes encore pour l'instant. J'ai pas encore rencontré de jeunes qui voudraient faire ça, et pourtant il y a le jour où on va partir à la retraite. Moi j'ai 60 ans par exemple, le jour où je vais me dire je vais partir, je sais pas ce que je vais faire de ma société, parce que des jeunes qui sont dans cette optique là, c'est-à-dire que c'est tout bête, mais pour vous dire, une société, ça a une certaine valeur. Moi, il y a des jeunes qui m'ont approché parce que Circad a une très grande renommée. Mais en fait, la plus-value qui est faite par cette société sur ce travail manuel, elle n'est pas suffisante pour les grosses boîtes. Une grosse boîte qui voudrait racheter Circad, c'est pas assez intéressant parce qu'il n'y a pas une plus-value. Oui, la marge est pas suffisante. Pourquoi? Parce que c'est de l'artisanat, et mon voisin dirait la même chose, et tout ça. Nous, ce qui fait notre plus-value à nous, c'est parce que on est passionné par ce travail, par les gens qu'on a rencontrés, par la photo. Voilà, moi ça c'est encore un bouquin photo. Chez moi, ma maison elle est remplie de photos. J'ai pas besoin de papier peint comme dit ma femme. J'ai un bureau je sais plus où mettre les livres photos. Cette chose-là, elle va être difficile à remplacer. 30 ans de passion pour la photo, pour faire des cadres, pas pour faire de l'argent, pour faire des cadres. Pour l'instant, les gens que j'ai rencontrés, ça les intéresse pas. Parce que je pense que là, les jeunes que j'ai rencontrés, il y a une côté rentabilité que nous, on n'a jamais, avec Didier, Didier est pas là aujourd'hui, mais il me dirait la même chose. On a toujours été des passionnés. Lui, Didier, vous lui donnez rendez-vous un samedi matin pour un truc compliqué avec un artiste parce que il va venir, il va être... On a fait des choses pour des jeunes artistes. Là, on est en train de faire... Il y a un jeune artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Edouard Taffenbach, qui a fait... Là, il a eu le prix suisse. Et là, il a fait un travail qui va être présenté à la galerie Thierry Biguignon. Mais avant, il a fait un travail, ça s'appelle La Méthode. 140... Je crois qu'il y avait 140 petits collages. Il a décomposé une forme géométrique et puis il l'a éclaté et il en a fait toutes les possibilités. Et c'était compliqué à faire, et c'était minutieux, et c'était technique, c'était des petits cadres en métal, on n'avait jamais fait de métal. Ça, si précis, si fin. On a pris un plaisir et lui, il a été heureux de faire ça. Nous, on prend plaisir à faire des choses, des fois. Pour Sophie Calle, Didier fait plein de choses qui sont complètement hors cadre, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être posé, ça va être... Voyez, on fait aussi
Et moi, je vais chez des collectionneurs, je suis ébahi par ce qu'ils ont. Je pense que ça, c'est difficile à remplacer. C'est quelque chose que... Beaucoup de passion, quoi. Ouais, il y a beaucoup de passion, beaucoup de temps. On passe énormément de temps. On a passé... ça fait 30 ans qu'au mois de mai et au mois de novembre, on sait pas ce que c'est que de prendre le 11 novembre, le 1er mai, le 8 mai, le 1er novembre. Tout ce que les gens vivent normalement... nous, on l'a surtout souvent vécu ici. Ouais, parce que c'était le plein roche. C'est le moment, ouais. Ouais. Et alors, ça n'empêche pas d'avoir... Moi, j'ai une autre passion, je fais de la montagne, et je cours, et je grimpe, et je fais des choses comme ça. J'y arrive, mais en 30 ans, ce qui m'aura pris le plus de temps, bien sûr, c'est ce travail. Et ça, c'est pas facile de transmettre. Ouais, de retransmettre ça à des jeunes qui, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. J'aimerais bien, parce que ça me permettrait d'être tranquille, et puis de me dire que c'est un super beau métier, mais pas facile à transmettre. Et aussi peut-être parce que, la réalité économique fait que je pense que travailler autant avec des résultats qui sont pas aussi importants que si on faisait un autre métier, ça je pense aussi ça doit un petit peu bloquer les gens. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre auquel tu penses qu'on pourrait rajouter pour finir, ou moi je pense qu'on a fait le tour, mais de notre métier. Non, je pense que je dirais pas que c'est un peu... C'est sûr que moi, comme j'espère après Circade partir de Paris, aller vivre à la montagne, vivre des choses comme ça, j'aimerais bien pouvoir que ça continue, pouvoir que et trouver mais ça je sais pas si ça sera faisable, je sais pas encore. Dans l'équipe actuelle, il y en a pas tellement qui sont... L'équipe actuelle, et les gens travaillent super bien, il y a des jeunes et tout ça, mais le côté tu vois, tous les classeurs d'achat, voilà, le côté, tu vois, tous les salaires, facturation, tout le côté gérance, tu vois, tous les carnets de chèques, tous les papiers, les assurances, ça personne ne va le prendre. Il faudrait que une entité prenne ça et puis qu'ils puissent travailler, les laisser travailler tranquillement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi ici, j'ai toujours eu ce rôle d'éponge un peu, c'est-à-dire que c'est moi qui absorbe un peu tout ce qui est la banque, le stress, faire un emprunt. Là, en plus avec le Covid, de faire les papiers pour les gens, pour le chômage partiel, emprunter l'argent à la banque en sachant qu'il faut emprunter un peu, mais pas trop, sinon on va travailler que pour la banque et pas pour nous. Bon, tout ça, moi j'ai toujours absorbé les choses qui vont pas et tout ça pour que les gens puissent travailler tranquillement sur leur table. Et ce qu'ils font qu'après, comme ça, ils sont... et ça, j'arrive pas... C'est pas facile à faire. Voilà, c'est pas facile. J'ai rencontré des gens super intéressés par le métier, qui travaillent déjà dans des boîtes d'encadrement mais ils veulent pas prendre tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le côté, c'est le côté qui est, mais il faut le faire. Et en plus, nous, on a été, si on a tenu aussi longtemps, et qu'on est en aussi bonne santé, et que là on redémarre en aussi bonne santé après tout ce qui vient de se passer, c'est parce que on a eu un cheminement linéaire, régulier, sans être trop gourmand, en plaçant l'argent qu'on gagnait, en achetant des très belles machines. La machine dont je vous parlais tout à l'heure pour faire les Marie-Louise, c'est 35 000 €. La machine pour couper la baguette, c'est... Voilà, donc nous à chaque fois, notre métier, on s'est dit on va prendre des locaux plus grands, ça va être plus cher, mais c'est pas grave, on va prendre des machines plus chères, mais on a replacé, ça fait au détriment de salaire au lieu de s'acheter une voiture ou un truc comme ça. Et c'est ce qui a fait que notre société elle est solide quand on donne à nos comptables, quand on donne à une banque, quand on donne à la Banque de France nos trucs. Tout le monde nous dit c'est bien, c'est propre, c'est solide. Mais c'est peut-être pas assez rémunérateur. Oui, il n'y a pas une croissance comme ce qu'on pourrait... comme ce qui pourrait... Non, demain, c'est
ce qu'on pourrait attendre. Et des fois, alors des fois même je dirais que ça nous dessert, c'est que les gens, vu la notoriété qu'on a, quand on va à Arles et qu'on voit toutes les expos, quand on voit qu'en ce moment on va à la BNF, c'est Circade, quand on va au Musée d'Art Moderne, c'est Circade, on va à la Fondation Henri Cartier-Bresson, c'est Circade, on va au bal, c'est Circade, on va dans la galerie machin, c'est Circade. Tout le monde pense que moi je roule en Porsche et que Didier il a et en fait non, parce que c'est un artisanat fait, un cadre. C'est beaucoup de matériaux, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Un tireur, il va gagner beaucoup plus d'argent en très peu de temps. Nous, un cadre, c'est beaucoup de temps, c'est des chutes, c'est des pertes. Un collage, il va gagner beaucoup plus d'argent que nous. Un cadre, il faut en faire beaucoup pour pouvoir rémunérer une structure. Et voilà. C'est le seul, on va dire que c'est un petit peu le seul inconvénient de ce métier, c'est que les gens se rendent pas compte, pour faire un cadre à 70 €, le temps que ça prend de couper un verre, des baguettes, de l'assembler, de faire des marie-louise, des passe-partout, des dos et tout ça. Et 70 €, et un gars il appuie sur un bouton, il tire un tirage, il peut en faire 100 dans la journée, et puis il n'y a pas de problème. Nous, non. Nous, c'est un métier assez lent, en fait. Peut-être que c'est la lenteur et pourtant, les gens nous disent que quand on peut faire 1350 cadres en 2 mois, c'est qu'on n'est pas lent. Oui. Mais c'est parce qu'on travaille beaucoup. Mais c'est un métier assez lent. Quand les gens nous disent, bah voilà, je vous apporte une photo, je peux la prendre demain. Non. Il y a de la colle, ça sèche, il y a du vernis, il y a la baguette pour la fabriquer. Je l'aurai que la semaine prochaine, parce qu'il faut débiter d'abord un arbre. C'est de la transformation qui est tout compte fait assez lente pour que ça soit. L'avenir, ce serait peut-être de faire des cadres en 3D avec des machines qui puissent sortir la matière qu'on veut, la couleur qu'on veut, et puis au kilomètre. Avec une imprimante 3D qui scannerait qui ferait des ceintures, comme ils font maintenant ouais. En plastique, du coup. Ouais. Alors après, le plastique, c'est pas très beau, hein. Et puis, je sais pas si c'est vraiment du plastique, j'ai jamais vu vraiment les matériaux, mais peut-être que l'avenir, c'est de pouvoir déjà arrêter d'abattre des arbres, hein, parce que quand même, c'est pas très écolo non plus notre métier. Nous, il y a des bois en 30 ans qu'on peut plus avoir, qui ont disparu de la planète. Avant, on faisait tous nos teintes sur un bois qui venait d'Indonésie, ça s'appelait du ramin. Les Indonésiens, ils ont complètement ravagé, il n'y a plus de ramin. Donc maintenant, on est passé sur un bois africain qui s'appelle du coteau, puis peut-être qu'un jour, il y aura plus de coteau. Donc voilà, notre métier, c'est quand même... on fait des milliers de kilomètres de baguettes. Bon, ça serait bien peut-être de faire sur des tables traçantes des choses qui ressemblent à du bois peint, mais avec autre chose peut-être. Pour ça, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des jeunes qui... C'est sûr que, voilà, avant de faire un cadre, faut abattre des arbres, faut faire des planches, faut faire des longueurs de... Puis après, faut les teinter, faut les vernir. Des fois, c'est verni à la main, ça met encore plus de temps. Voilà, c'est un métier, c'est un métier assez lent. Entre le moment où vous venez et puis vous dites, voilà, je voudrais faire une expo, moi, je vais vous dire, bah, attendez, il me faut déjà 15 jours pour fabriquer une baguette, qu'elle soit prête, si vous en voulez 300 mètres, 400 mètres. Et des gens, des fois, ils comprennent pas, mais comment, à notre époque, il vous faut 15 jours pour fabriquer. Parce que voilà, si j'appuyais sur un bouton et puis que ma baguette, elle sortait d'un ordinateur, peut-être que ça irait beaucoup plus vite. Donc, voilà, c'est un métier... Et il y aurait aussi il y aurait plus le côté artisanal qui est aussi beau, enfin, qui fait aussi la richesse de l'objet. Ouais. Mais... Oui, et puis voilà, un bout de bois, ça reste, mais, bon, je sais pas si peut-être, hein, on va dire, par souci de sauver la planète aussi, par souci d'écologie, notre métier, il va avoir des difficultés à produire toutes ces choses en bois, peut-être. Ou peut-être du bois qui serait français, non, qui serait... Ah ben nous, on utilise beaucoup de bois français. Hein. Ouais, ah oui, le chêne, il est français, le hêtre, il est français. Ah, mais on utilise beaucoup de bois français. Le noyer, il est français. Il y a des... après, on utilise... Mais c'est encore que nous, on reste donc... Par rapport à des grandes entreprises en Italie où ils font des kilomètres de baguettes par jour...
où ils utilisent, et puis c'est des semi-remorques qui traversent l'Europe et qui vont livrer des kilomètres de baguettes. Nous encore, on est des quantités restreintes, mais ça doit être énorme la quantité de bois utilisée pour faire tout. Nous, on n'utilise pas. On pourrait. Des fois, les gens nous disent, mais pourquoi vous achetez pas des baguettes? En Italie, on fabrique des baguettes qui coûtent 2 à 3 fois moins cher que ce que nous. Nous, on est un petit producteur, c'est une entreprise comme nous, qui s'appelle Bibo, qui travaille en province, qui nous livre, on a un camion tous les mardis, un camion tous les jeudis, et qui travaille dans la même configuration, une dizaine de personnes, la même optique que nous. S'il faut rester un samedi pour faire une baguette pour Circat, parce qu'ils ont besoin de monter un cadre un dimanche ou un lundi. Même mentalité. En fait, c'est une mentalité. Mais c'est pareil, est-ce que des sociétés comme ça, elles vont survivre? Eux, ils achètent des arbres, et puis eux, ils transforment des arbres en baguettes. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à acheter des arbres comme ça et à fabriquer des baguettes en bois? C'est un métier qui me semble parfois, quand on y pense, c'est un métier qui parfois me semble un peu ancien. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une vague de retour à l'artisanat, quelque chose. C'est vrai. Donc. Et nous, on fait toutes nos baguettes sont teintées. C'est pas des lacs passés dans des usines, c'est fait à la main, c'est verni. Nous, il y a des couleurs qu'on fait nous-mêmes parce que même eux, ils veulent pas le faire. Les gens qui en fait viennent ici savent que c'est pas des baguettes pas chères, c'est quelque chose qui est artisanal, donc il y aura ce côté avec une finition un peu différente et ça ils aiment bien retrouver ce côté-là. Ouais. Super, je pense qu'on va terminer sur ces paroles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!